Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Vincent Venin qui est physicien, donc un parcours assez exceptionnel, Polytechnique, Normal Sup, les universités britanniques. Vous êtes actuellement chercheur au CNRS et vous êtes l'un des spécialistes français de l'inflation cosmique. Alors je vais d'entrée de jeu expliquer en un mot ce qu'est l'inflation cosmique. L'inflation cosmique, c'est une théorie qui est admise aujourd'hui par la majorité des physiciens, et on va voir ensemble pourquoi. Cette théorie dit qu'à 10 puissance moins 36 secondes après le déclenchement du Big Bang, donc 36 zéros après la virgule d'une seconde, l'univers, qui était donc extrêmement chaud, extrêmement dense, s'est étendu, a augmenté de volume, d'un facteur 10 puissance 26, c'est une hypothèse, mais certains chercheurs disent non, c'est 10 puissance 1 million, voire beaucoup plus, pour former à peu près, vous nous l'avez dit, 50% de son volume actuel. Et tout ça a duré, la durée c'est entre 10 puissance moins 32 et 10 puissance moins 35 secondes. Cet événement a duré ça, c'est-à-dire un temps infime, absolument infime. Et donc on dit souvent que la physique quantique a un certain nombre de conclusions qui, pour le bon sens, sont difficiles à admettre. Et l'inflation fait partie de cet ensemble. Alors, ce n'est pas de la physique quantique, même si c'est lié, on va voir aussi. Mais c'est un phénomène absolument fascinant que l'univers ait pu comme ça, qu'une explosion, une sorte d'explosion ait pu se produire. Et nous allons voir ce que cela signifie et comment pense-t-on aujourd'hui que les choses se sont passées. Alors, Vincent Venin, d'abord, je vais vous demander, comme on le fait avec tous nos intervenants, de nous dire qui vous êtes et sur quel sujet vous travaillez. Merci beaucoup déjà de m'inviter aujourd'hui. Donc, je suis, comme vous l'avez dit, chercheur au CNRS dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Astroparticules et Cosmologie, qui est un laboratoire de l'université Paris Diderot, donc Paris 7, où je suis depuis maintenant 2 ans. Et donc je travaille sur la cosmologie, qui est la science qui s'intéresse à l'univers, mais en essayant de décrire l'univers dans son ensemble, dans ses grandes structures, dans ses grandes dynamiques, et plus particulièrement ce qu'on appelle la cosmologie primordiale, qui est la phase dans l'histoire de l'univers qui est la plus ancienne que l'on connaisse, et lors de laquelle cette période d'inflation a pu avoir lieu, et également lors de laquelle les mécanismes, notamment quantiques, qui ont donné lieu à la naissance des grandes structures qu'on observe aujourd'hui, les galaxies, les planètes, les amas de galaxies, etc., se sont joués. Alors, je propose qu'on récapitule un petit peu les grandes étapes du Big Bang. Alors, je pense que tout le monde sait ce qu'est le Big Bang. L'univers a 13,8 milliards d'années à peu près. Et si on remonte le temps, eh bien, toute la matière, toute l'énergie a été condensée en un point unique. Et un point unique est extrêmement chaud, extrêmement dense. Et au tout début, il n'y avait ni matière ni énergie. Et est-ce que vous pouvez dire quelles sont ces grandes étapes du Big Bang? En quelques mots, donc la théorie du Big Bang est née déjà d'une observation qui est que l'espace est en expansion, ce qu'on appelle en expansion. Donc qui est une observation qui a été faite quand on a commencé à observer les objets dans l'espace autour de nous, et qu'on s'est aperçu que plus ils étaient distants de nous, plus ils s'éloignaient de nous à une vitesse importante. Et donc la conclusion qui a été faite à cette époque-là, c'est que donc l'espace était en expansion. Et si l'espace est en expansion, ça veut dire que lorsqu'on remonte loin dans le passé, il est de plus en plus petit, de plus en plus dense, de plus en plus chaud. Et quand on fait ça, quand on fait cette hypothèse-là, on obtient un scénario dans lequel il y a différentes étapes qui se produisent, et dans laquelle les grandes étapes sont grosso modo les suivantes. Donc il y a une singularité initiale qui est compliquée, sur laquelle peut-être on reviendra. Il y a la phase d'inflation, mais comme on va en discuter, peut-être j'en dis pas trop pour le moment. Puis après, il y a une expansion qui décélère, parce que, si vous voulez, c'est comme lorsque vous lancez, si je lance 2 particules dans l'espace avec des vitesses opposées, mais qu'elles sont reliées par un petit ressort, elles vont s'éloigner, mais au bout d'un moment, leur vitesse d'éloignement va diminuer. Éventuellement, les 2 particules vont même revenir les unes contre les autres. Donc là, c'est pareil, le petit ressort, c'est la force de gravité, qui est une force attractive. On sait que 2 objets avec une masse s'attirent. Et dans cette phase d'expansion décélérée, ont commencé à émerger les particules telles qu'on les connaît aujourd'hui, telles qu'on les observe dans les accélérateurs de particules, etc. Donc là, c'est quoi? C'est 400 000 ans après le Big Bang? Alors en fait, donc, il y a une première étape, il y a plusieurs étapes, mais il y a une étape qui est connue qui s'appelle la nucléosynthèse primordiale, qui est plutôt
autour de quelques dizaines de secondes, quelques minutes après la singularité initiale, et dans laquelle les noyaux des atomes se sont formés. Donc ce qu'on appelle les nucléons, les neutrons et les protons se sont assemblés pour former des noyaux d'atomes. Donc ça, c'est l'apparition de l'hydrogène, de l'atome d'hydrogène. C'est l'apparition, voilà, on a commencé par l'hydrogène, et puis petit à petit, on a formé les éléments de plus en plus lourds dans la table des éléments, donc l'hydrogène, l'hélium, le lithium, etc. Mais à cette époque-là, on a uniquement des noyaux d'atomes et des électrons qui ne sont pas reliés au noyau, mais qui se baladent de façon libre, et notamment à ce moment-là, l'univers est ce qu'on appelle opaque. Ça veut dire qu'il existe de la lumière, il existe des particules de lumière qu'on appelle les photons, mais les photons interagissent très fortement avec les électrons. Comme les électrons sont un peu partout, la lumière ne se propage pas en ligne droite, elle est toujours gênée par les électrons, donc on ne peut pas voir directement cette époque, en tout cas par la lumière visible. Et puis l'univers a continué de s'étendre, de se refroidir, de se diluer. À un moment donné, c'est suffisamment refroidi pour que les électrons viennent se mettre à orbiter autour des noyaux d'atomes. Avant, ils ne pouvaient pas parce que quand ils commençaient à le faire, ils étaient immédiatement tapés par un autre électron qui les expulsait, etc. Et à ce moment-là, l'univers est devenu tout d'un coup transparent parce que les photons n'étaient plus gênés par les électrons avaient rejoint les noyaux d'atomes et donc les photons se déplacent en ligne droite. Et donc, c'est la toute première, cet instant-là, qu'on appelle la surface de dernière diffusion, parce que c'est la dernière fois où les photons ont été gênés par les électrons. C'est la toute première photographie de l'univers qu'on puisse obtenir. Avant ça, il n'y a pas de photographie possible. C'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Que Planck a cartographié. Que Planck a cartographié merveilleusement bien, dans tous ses détails, etc. Et à partir de là, pour aller un peu vite, donc il y a une grande époque qu'on appelle l'âge sombre, parce qu'une fois que les atomes ont été créés, les photons se propagent en ligne droite, donc on a les photons du fond diffus cosmologique, mais sinon, il n'y a plus de lumière qui est émise par les atomes qui sont juste là. Qui dure un certain temps. Puis, plus tard, les grandes structures commencent à se former. Donc, on a des halos de matière noire qui apparaissent, à l'intérieur des galaxies qui se forment, des étoiles qui se forment. Et dans les étoiles, des réactions nucléaires démarrent. Et comme les réactions nucléaires démarrent, on a de nouveau ce qu'on appelle la réionisation, c'est-à-dire que les atomes recommencent à avoir des activités chimiques, nucléaires, etc. Et de la lumière qui est émise par ces étoiles. Et puis voilà, jusqu'à aujourd'hui où l'univers ressemble à ce qu'on connaît avec des galaxies, des étoiles et des planètes à l'intérieur. Donc tout ça, en fait, la phase la plus importante du Big Bang s'est passée en moins d'une minute. Oui. Ouais, c'est cette distance de temps. Alors on va voir si on peut parler de minutes et de secondes et s'il y a une isotropie du temps au cours des âges, parce que c'est une autre question. Alors avant de parler de l'inflation, on y vient juste après, selon vous, l'univers actuellement, est-ce que vous considérez que l'univers est fini ou infini ? Alors c'est une très bonne question. La réponse c'est qu'on ne connaît pas la réponse à cette question. Parce que comme l'univers a un âge, lui, qui est a priori fini, même si il faut définir ce que c'est que l'âge, mais ça implique qu'on ne puisse pas observer au-delà d'une certaine distance. Et donc on est capable d'observer uniquement une certaine sphère au centre de laquelle on se situe. Mais ce qui se passe au-delà de cette sphère, on ne sait pas. Donc l'univers pourrait très bien être infini. L'univers pourrait aussi être fini, mais simplement si sa taille est plus grande que la sphère à l'intérieur de laquelle on observe, on n'a pas moyen de le voir. Et donc les deux possibilités sont parfaitement admises. Mathématiquement, les deux possibilités sont également tout à fait valables. Et on peut écrire des théories d'un univers fini ou d'un univers infini. Mais les observations actuelles ne permettent pas de distinguer ces deux possibilités. Et la majorité il y a un consensus, il y a une majorité des physiciens qui considèrent qu'il est infini ? Non, je pense qu'il n'y a pas de consensus là-dessus. Je pense que de façon, ce qu'on appelle effective, la majorité des gens considèrent qu'il est infini dans le sens où c'est parfois plus facile de décrire mathématiquement un univers infini. Et en fait, comme ce qu'on voit nous dans notre univers observable est compatible avec ça, voilà. Mais c'est plus, pour des raisons pratiques que pour des raisons vraiment d'adhésion à une thèse ou l'autre. Il n'y a pas pour l'instant, on ne peut pas distinguer. Sachant qu'il pourrait avoir d'autres formes, certains parlent d'hypersphère. Oui, et alors il pourrait avoir ce qu'on appelle une courbure spatiale. Par exemple, il pourrait être fermé sur lui-même. C'est une possibilité. Donc la courbure spatiale, elle est mesurée, elle est contrainte par plein d'observations. Et pour l'instant, on dit qu'elle est compatible avec 0, ça veut dire qu'elle pourrait être nulle. Auquel cas, ce n'est pas un univers fermé. Mais peut-être qu'elle a une valeur non nulle, mais très petite, telle qu'on ne l'a pas encore mesurée. Il y a des satellites, il y a des missions, par exemple Euclide, qui vont avoir lieu dans une dizaine d'années, qui devraient pouvoir contraindre bien davantage la platitude ou la courbure de l'univers.
Alors entrons dans le dur, parlons de l'inflation cosmique. Donc c'est une hypothèse qui a été émise en 1983, je crois, par différents chercheurs, mais le premier qui a vraiment émis cette hypothèse, et qui est toujours vivant d'ailleurs, c'est l'américain Paul Gus. Alan Guss, pardon. Et donc je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, et vous allez me dire quelle est votre vision plus complète de cette hypothèse. Donc nous sommes au tout début du Big Bang, à 10 puissance moins 26 secondes de l'événement initial. La matière n'existe pas, n'est pas encore formée. Et l'univers, donc, c'est-à-dire l'espace, c'est-à-dire le vide, et on verra si ça signifie le vide quantique tout à l'heure, va augmenter de taille d'un facteur 10 puissance 26, peut-être beaucoup plus, donc certains parlent de 10 puissance 1 million, dans une durée qui va de 10 puissance moins 32 à 10 puissance moins 35 secondes. Donc c'est un accroissement qui, vu des êtres humains que nous sommes, est absolument stupéfiant. Et est-ce que vous le décririez comme ça? Est-ce que vous décririez le phénomène de l'inflation ainsi? Oui, c'est ça. Oui, en fait, donc l'inflation est définie comme étant une expansion accélérée. Donc j'ai dit tout à l'heure que l'expansion était décélérée dans la plupart des phases qu'a connues l'univers, parce que la gravité est une force attractive et que donc les objets s'attirant, ils tendent à, même si on leur communique une vitesse initiale d'éloignement, cette vitesse tend à diminuer. Mais il y a deux exceptions à cela, et une de ces exceptions, c'est l'inflation. Et l'autre exception, c'est ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on appelle l'énergie sombre. Mais peut-être on en parlera dans un deuxième temps. Et la définition de l'inflation, c'est une phase d'expansion accélérée. Exactement. Et donc c'est une expansion qui pour nous est pratiquement instantanée, parce que 10 puissance moins 32 à moins 35 secondes, c'est un espace de temps qu'on ne peut pas se représenter. Alors ça pose plusieurs questions, c'est que là il y a une unité, tiens, pour une fois on voit apparaître une unité, et la première unité qui apparaît, d'une certaine façon, parce que là il n'y a pas de masse, il n'y a pas eu encore le champ de Higgs, donc c'est les secondes. Or les secondes, c'est des unités d'un phénomène qu'on appelle le temps, dont on n'est pas sûr qu'il existe. Et s'il existe, on n'est pas sûr que ces secondes, alors vous allez peut-être me corriger, me dire oui, nous en sommes sûrs, ont les mêmes valeurs que les secondes que je vois au chronomètre de ma montre. Est-ce que ces secondes sont les mêmes secondes que celles que nous vivons aujourd'hui dans l'univers tel qu'il est, 14 milliards d'années après sa naissance? Oui, alors vous avez raison de souligner que la question de la définition du temps est compliquée en physique, et que quand on commence à parler d'échelles aussi petites, en fait, il faut faire attention à ce qu'on dit. Ce chiffre représente davantage une image. Donc, ce qui est vrai, c'est que si on décrit l'espace-temps avec certaines coordonnées, donc l'espace-temps, c'est donc l'espace plus le temps. Et ce que nous a appris la théorie de la relativité générale de Einstein, c'est qu'en fait, dans cet espace-là, on peut mettre les coordonnées qu'on veut. Les lois de la physique vont être inchangées. Donc on peut choisir de travailler avec plusieurs coordonnées, et ce que vous appelez la coordonnée temporelle, c'est peut-être pas ce que moi je vais appeler la coordonnée temporelle, etc. Ce qui est important, c'est qu'on sache comment nos jeux de coordonnées sont reliés, et à ce moment-là, on pourra discuter. Mais donc, donner une valeur absolue au temps, c'est quelque chose de compliqué parce qu'il n'y a pas de définition absolue. Ça, c'est une première chose. Et donc, il existe des coordonnées que tout le monde utilise parce qu'elles sont très pratiques pour décrire une cosmologie en expansion, à l'intérieur de laquelle le temps se mesure en secondes et effectivement vaut quelque chose de l'ordre croît par une quantité qui est de l'ordre de 10 puissance moins 35 secondes aujourd'hui. Donc c'est comparable à, ce nombre a un sens, dans le sens où c'est une fraction de 1 seconde telle que vous la mesurez, vous, aujourd'hui, très petite, mais qui se produit dans une phase où l'univers est dans un état qui est complètement différent. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de mécanisme physique dont on fait l'expérience tous les jours qui se produit sur des échelles de temps aussi courtes, alors que dans l'univers primordial, au contraire, tout se produit sur ces échelles. Comment a-t-on réussi à mesurer ou à évaluer cette période de temps? C'est-à-dire à la fois que ça s'est passé à 10 puissance moins 36 secondes et que ça a duré une durée si petite. Oui, alors en fait, donc, la durée totale de la phase d'inflation, on ne la connaît pas. En fait, le nombre qu'on donne quand on donne des 10 puissance moins 35 secondes, etc., c'est en fait la durée minimale de cette phase. On sait que sa durée a dû être supérieure à un certain minimum pour expliquer l'univers tel qu'on le voit aujourd'hui, mais à cause du fait, comme on disait tout à l'heure, qu'on observe l'univers que dans une certaine sphère au centre de laquelle on se situe, on ne sait pas à quoi il ressemble ailleurs, et donc on ne peut pas affirmer
que l'inflation ait duré. Voilà. Donc on peut seulement mettre un minimum. Mais simplement, mais ce chiffre de 10 puissance moins 35 secondes ou 10 puissance moins 30 secondes, selon l'échelle d'énergie à laquelle on pense que l'inflation a eu lieu, c'est quand même l'échelle de temps lors de laquelle l'ensemble de l'univers observable, l'univers total, je ne sais pas, l'univers observable qui fait une taille colossale, a été produit. Donc c'est quand même... Alors l'inflation, ce phénomène de l'inflation aurait produit 50% du volume de l'univers actuel. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Et les 50 autres %, c'est l'expansion de cet univers, d'abord ralenti, puis accéléré depuis 5 milliards d'années, on va en parler, pendant 14 milliards d'années. Et quels sont les éléments et quelles sont les causes qui font qu'on a eu besoin de l'inflation? Pourquoi? Alors en fait, c'est assez intéressant sur le plan historique, comment l'idée d'inflation est apparue, parce que l'idée de l'inflation est apparue pour résoudre des problèmes. Donc il y avait certains problèmes dans la théorie du Big Bang que je vais expliquer. L'inflation a résolu ces problèmes, et puis bon, c'était très bien, mais d'un autre côté, il n'y a pas de mérite. Enfin, l'inflation était là pour résoudre les problèmes, donc il n'y a pas de... Et puis après ça, les gens se sont rendus compte que cette inflation faisait des prédictions nouvelles qui ont été testées et confirmées. Et je dirais que c'est à partir de ce moment-là où les gens ont vraiment pris au sérieux l'idée de l'inflation. Donc les problèmes du Big Bang, donc, il y en a plusieurs, mais un des problèmes peut-être les plus couramment mentionnés, c'est ce qu'ils appellent le problème de l'horizon, et qui est le fait que, donc, en cosmologie et en relativité générale, il y a un concept d'horizon. L'horizon, c'est l'ensemble des points dans l'espace qui ont pu influencer votre état aujourd'hui. Donc par exemple, si vous regardez ce point-là de l'espace, il influence votre état parce que je peux communiquer avec vous, etc. Mais il y a des régions de l'univers qui sont tellement distantes de vous que même si un photon était parti le plus loin possible, donc au moment du Big Bang, de cet endroit-là, dans votre direction, il ne serait toujours pas arrivé à vous. Et à ce moment-là, ces régions-là, on dit qu'elles sont causalement déconnectées de vous, elles ne peuvent pas avoir de lien causal avec vous parce qu'il n'y a aucune information, il n'y a aucun mécanisme physique qui a pu échanger quoi que ce soit entre vous et ce point-là. Donc on peut définir comme ça un horizon. L'horizon, c'est l'ensemble des points de l'univers qui ont pu vous influencer. Et quand on travaille dans la théorie du Big Bang sans inflation, qui était le cadre standard de la cosmologie pendant longtemps, alors on se rend compte que quand on observe des points distants dans le ciel, donc par exemple vous regardez le ciel dans cette direction, le ciel dans une autre direction, à des distances très grandes, donc à des distances qui correspondent par exemple au fond diffus cosmologique, eh bien ces deux points-là, quand on fait le calcul dans le cadre, sont causalement déconnectés. Ils n'appartiennent pas au même horizon causal. Donc, a priori, ils devraient être très différents, parce qu'il n'y a aucun moyen, il n'y a aucune information qui a pu être échangée entre ces deux points. Or, quand on fait des observations, on se rend compte qu'ils sont très semblables. Semblables de quel point de vue? Du point de vue de la matière qui compose les étoiles, de la nature des étoiles? Par exemple, un paramètre qu'on peut mesurer, c'est la température de ce fond diffus cosmologique. Donc la toute première lumière qui a été émise dans l'univers, elle a une certaine température. Cette température sur le ciel est parfaitement uniforme. Elle a des toutes petites fluctuations de l'ordre de 10 puissance moins 5 près, donc 0,00001 décimales de fluctuations, mais dont je vais expliquer d'où elles viennent. Mais à part ça, c'est redoutablement la même température. Alors ça pose un problème, parce que si ces points n'ont rien à voir les uns avec les autres, s'ils sont nés de mécanismes physiques complètement différents, comment expliquer que la température soit si homogène, qu'elle ait pu s'équilibrer comme ça sur des distances sur lesquelles normalement aucun mécanisme physique n'a pu avoir lieu? C'est ce qu'on appelle le problème de l'horizon. Et si on fait l'hypothèse, c'est ce qui a été remarqué notamment par Alan Guth en 1981, si on fait l'hypothèse qu'il existe une phase d'inflation, alors on ramène tout ce petit monde-là à l'intérieur du même horizon causal, et donc ça ouvre la porte à une explication possible. Donc il n'y a pas de, c'est pas que, je veux dire, c'est pas on peut imaginer que l'univers est préparé avec des conditions initiales très étranges où tous les points sont exactement les mêmes, etc. Que quelqu'un soit venu et puis ait préparé un univers dans cet état-là, et on peut tout à fait croire à ça, et c'est scientifiquement valable comme explication. Mais donc il n'y a pas d'impossibilité, mais il y a quand même quelque chose qui est très troublant, qui est comment se fait-il alors que simplement en faisant l'hypothèse d'une phase d'inflation, on explique tout ça sans avoir à requérir à des conditions initiales réglées de façon très fine. Parce qu'une expansion plus lente n'aurait pas permis cette isotropie? Non, l'expansion plus lente ne permet pas ça. Ne permet pas ça. Il se serait passé des choses différentes dans les différents coins de l'univers. Il n'y aurait pas pu avoir de mécanisme physique qui atteignent tous ces points-là. Alors la température de fond de l'univers est de 2,8 Kelvin, je crois, c'est ça. Et alors
Pour moi, la température, ou la chaleur, c'est l'excitation des atomes dans les molécules. Pourquoi parle-t-on de température dans le vide? Qu'est-ce qui a une température dans le vide s'il n'y a rien? Alors quand on parle, donc c'est vrai que la température est définie initialement comme étant l'énergie des particules en moyenne. Quand on chauffe des particules, vous prenez un gaz, vous prenez un verre d'eau, vous le chauffez à 20 degrés, les molécules d'eau s'agitent dans le verre et puis donc elles ont une certaine énergie cinétique liée à leur mouvement. Et si vous mesurez cette énergie cinétique, vous prenez l'énergie moyenne de ces particules, ça vous donne une température. La température mesure ça, c'est comme ça qu'elle est définie usuellement en thermodynamique. Mais en fait, comme la température est liée à l'énergie, parfois par abus de langage, quand on parle d'une énergie, on donne sa valeur en température, en degrés. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des particules qui ont un mouvement, etc. C'est simplement qu'on a extrapolé le concept de température pour le faire coller à celui d'énergie. Donc ça, c'est une première remarque. Deuxièmement, quand on parle de la température du fond diffus cosmologique, donc précisément de cette température-là, donc là on parle de la température observée par la lumière qui nous parvient de cette époque-là. Et en fait, il se trouve que quand on... C'est le niveau d'énergie des photons. C'est le niveau d'énergie, voilà, exactement. Ouais. Il y a une découverte qui a été faite il y a 10 ans, qui a valu le prix Nobel notamment aux physiciens Adam Riess et à Saul Perlmutter. C'est que vous disiez tout à l'heure qu'après la phase d'inflation, l'univers a continué à être en expansion, mais en expansion décélérée. Et ça a duré 8 milliards d'années. Et il y a 5 milliards d'années, il s'est passé un événement, vous nous direz si on sait lequel, qui fait que tout d'un coup, ça a réaccéléré. Et c'est ce qu'ont découvert ces deux physiciens, et en 2006, je crois, quelque chose comme ça. Et ça leur a... Et du coup, on a parlé d'énergie noire, puisqu'on s'est dit que puisqu'un événement arrive 8 milliards d'années après le Big Bang, un événement extérieur à l'univers d'une certaine façon, c'est une énergie qui est apparue et qui de nouveau a accéléré l'expansion de l'univers. Est-ce que par rapport à l'histoire que vous êtes en train de nous raconter, cet événement qui s'est passé il y a 5 milliards d'années ne vient pas rompre la dynamique quelque part? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un événement extérieur qui est venu perturber l'histoire. Oui. Alors en fait, déjà, on ne sait pas exactement ce qui produit cette expansion accélérée aujourd'hui. La raison pour laquelle on l'appelle l'énergie sombre, c'est parce que dans la tête de tout le monde, c'est assez sombre aussi. On ne sait pas bien quelle en est l'origine. Mais en tout cas, ce qu'on a pu mesurer, c'est que la densité de cette énergie semble à peu près constante. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une source d'énergie mystérieuse qui est là, et malgré le fait que l'espace s'étende, cette densité d'énergie ne décroît pas. Alors c'est assez contre-intuitif. Normalement, quand j'augmente le volume de quelque chose, la densité, si j'ai des particules, par exemple, qui sont toutes séparées par 1 cm, si j'augmente la taille de la boîte de beaucoup, la distance entre les particules devrait augmenter, donc la densité des particules devrait diminuer. Or, pour cette énergie-là, non. Il se trouve que quand on augmente le volume, la densité est à peu près la même. Alors il y a des explications possibles, mais ce que ça implique, c'est que si on pense que c'est en effet le cas, et que ça a toujours été le cas, en fait, il n'y a pas d'événement extérieur. Simplement, cette quantité d'énergie sombre a toujours été la même. Dans le passé, l'univers était beaucoup plus dense, donc ça contribuait à la densité de l'univers, mais de façon négligeable, donc on ne la voyait pas. L'univers étant en expansion, toutes les énergies se diluent, donc l'énergie des photons, l'énergie des particules. Au bout d'un moment, tout passe sous la valeur constante de cette densité d'énergie un peu mystérieuse, et donc c'est elle qui prend le dessus et l'espace-temps s'accélère. Donc c'est pas qu'il y a eu un événement physique nouveau, extérieur qui soit apparu à ce moment-là, c'est simplement que ce moment-là correspond à l'instant où l'univers s'est tellement étendu que tout ce qui existe devient moins dense que cette source d'énergie un peu mystérieuse. D'accord, c'est une sorte de bounce que les anglo-saxons appellent un bounce. Alors le bounce, ce qu'on appelle un bounce, c'est des théories qui sont parfois présentées comme des alternatives à l'inflation, où avant d'être en expansion, l'univers était en contraction. Et puis entre la phase de contraction et la phase d'inflation, il y a un rebond, donc on dit bounce en anglais. Et voilà. Alors, l'inflation a créé de l'espace, donc elle a créé ce qu'on a longtemps considéré être du vide. Et on sait aujourd'hui, et puis ensuite l'expansion, quand on dit que l'univers s'étend, c'est pas tant, comme chacun sait, que les planètes ou les étoiles ou les galaxies s'éloignent, mais c'est bien le vide, d'une certaine façon, qui s'accroît en volume. Et cet éloignement est une conséquence de l'augmentation du milieu, en quelque sorte.
On sait depuis un certain nombre d'années que le vide n'est pas du vide, que c'est un élément assez complexe dans lequel on peut créer de la matière, que c'est le niveau d'énergie le plus faible, grosso modo. Et donc, d'une certaine façon, lorsque l'univers s'étend et qu'il est fabriqué de l'univers, il fabrique du vide. Est-ce qu'il fabrique une substance? Est-ce qu'il fabrique de l'énergie et potentiellement de la matière en fabriquant du vide? Le vide est un concept compliqué en physique, et en particulier, par exemple, si on reprend le cas de cette densité d'énergie constante, cette fameuse énergie sombre, si je regarde la quantité d'énergie qui est contenue dans un certain volume et que je suis son évolution dans le temps, donc dans le temps, ce volume va croître à cause de l'expansion, mais la densité d'énergie étant constante, c'est-à-dire que l'énergie totale qui est présente dans le volume, elle va augmenter. Donc dans ce sens-là, vous pourriez dire l'expansion a créé de l'énergie. Bon, ça veut simplement dire que l'énergie n'est pas une quantité conservée dans ce cadre-là. Mais il y a un autre mécanisme qui lui est... Donc ça, c'est un mécanisme purement, je dirais presque géométrique, enfin qui est lié à la structure de l'espace-temps. Mais il y a un autre mécanisme qui a lieu, qui lui est un mécanisme quantique, qui est très important pendant la phase d'inflation, et qui est lié au fait que lorsque l'espace-temps est en expansion, on dit qu'il est courbe. Et en mécanique quantique, lorsqu'on a même dans l'état du vide, lorsqu'on a des champs quantiques sur un espace-temps courbe, on crée des particules. Donc un exemple très connu, je pense mieux connu que l'inflation, mais qui est très proche, qui est très similaire, c'est ce qu'on appelle le rayonnement de Hawking, près d'un trou noir, où le trou noir courbe tellement l'espace-temps que près de l'horizon, des particules sont spontanément créées à partir du vide. Pendant l'inflation, c'est un peu pareil, il n'y a pas de trou noir, mais l'espace-temps étant en expansion, il est très courbe, et donc il y a des particules qui sont créées à partir du vide. Donc là, il y a de la création de matière, entre guillemets. Et donc l'idée, c'est qu'on démarre d'un vide total, et pendant l'inflation, on crée ces particules, et c'est ça qui va donner les déviations au vide, donc les petites fluctuations dans l'univers, les structures, etc. Oui, mais lorsqu'on... L'univers, le vide n'est pas rien, c'est-à-dire qu'il y a, si on va au bout de l'univers, et qu'est-ce qui se passe si on passe la main c'est la question qu'on pose souvent quand on est enfant. Et en fait, créer du vide comme ça, c'est créer quelque chose ou potentiellement quelque chose, non? Oui, donc le vide n'est pas rien dans le sens où, en physique quantique, vous pouvez pas, même si vous prenez une boîte et que vous retirez toutes les particules à l'intérieur de la boîte, donc vous avez envie de dire il n'y a plus rien dans la boîte, c'est vide, c'est terminé, il ne peut plus rien se passer. En réalité, non, parce qu'il peut apparaître de façon spontanée des nouvelles particules. Donc le vide, ce n'est pas l'absence de tout, il reste toujours la potentialité qu'existe quelque chose. Donc il n'y a jamais de vide complet dans ce sens-là. Donc oui. Alors dans les années 80, quand a été émise l'hypothèse de l'inflation, c'est une inflation unique qui s'est passée une fois, qui a duré une durée qu'on pense très courte, mais dont on n'est pas capable de prouver exactement combien elle a duré. Et puis au fil des décennies, de nouvelles hypothèses sont apparues qui disent que non, l'inflation ne s'est pas passée une seule fois, elle se passe tout le temps dans différents lieux de l'univers. Et à chaque fois, elle va créer un immense espace, c'est-à-dire d'une certaine façon, un nouvel univers. Et ça fait apparaître cette notion de multivers. Est-ce que vous pensez que l'inflation s'est passée qu'une seule fois? C'est fini, maintenant on est en phase accélérée pour la raison que vous avez dite. Ou est-ce que vous pensez que non, dans certaines zones de l'univers, l'inflation se poursuit et que potentiellement elle crée de nouveau, donc des multivers, selon le terme consacré? Oui. Alors c'est une hypothèse effectivement très intéressante qui reste spéculative, donc parce qu'elle requiert d'extrapoler un peu les théories physiques qu'on connaît aujourd'hui à l'extérieur de leur domaine où elles ont été testées, donc on ne peut pas affirmer à coup sûr qu'un multivers existe. Mais l'idée, c'est en effet que même si on démarre du vide d'un univers qui est parfaitement homogène, donc parfaitement identique en tout point, en fait, pendant l'inflation, les mécanismes quantiques de production de particules là, vont faire qu'il va commencer à apparaître des petites différences entre différentes régions de l'espace. Donc on démarre d'une situation homogène, mais à tel endroit, la raison c'est que le mécanisme de production de particules quantiques, c'est un mécanisme qui est un peu aléatoire. On ne peut pas prédire exactement la quantité de particules et où elles vont être produites. Donc il y a des régions où il y a un peu plus qui va être produit, des régions où il y a un peu moins, et donc l'univers commence à se différencier spatialement. Et en fait, si on attend suffisamment longtemps, il se pourrait que l'univers se différencie tellement qu'il y a des endroits où l'inflation finit par terminer, et puis d'autres endroits où l'inflation ne termine pas.
Et donc, on pourrait arriver au résultat que même aujourd'hui, donc aujourd'hui, on vit dans une poche de l'univers, entre guillemets, où l'inflation s'est terminée, mais peut-être existe-t-il d'autres poches dans lesquelles l'inflation n'est toujours pas terminée. Et comme l'inflation produit de plus en plus, des volumes de plus en plus conséquents, en fait, même s'il y a plein de poches qui s'éteignent en permanence, il y a plein de poches où l'inflation s'arrête, il existe aussi plein d'autres nouvelles poches qui sont créées. Et donc, peut-être que le volume total de l'univers qui est en train d'inflater, lui, continue à croître. Et c'est un petit peu, l'idée du multivers, c'est un petit peu celle-là. Alors, ce que disent certains physiciens, c'est que d'abord, si l'univers est uni, qu'il n'y en a qu'un, il ne peut pas y avoir, d'un point de vue strictement linguistique, il ne peut pas y avoir plusieurs univers. Et s'il est infini, en fait, c'est des augmentations de zones de notre univers, d'autant plus s'il est isotrope en plus, c'est-à-dire que ces morceaux d'univers qui sont créés obéissent aux mêmes lois, ont les mêmes conditions, la matière est la même, l'énergie est la même, il y a des photons, il y a les mêmes particules. Donc c'est en fait le même univers qui grossit, c'est pas des multivers. Ouais. Donc il y a deux sous-questions. La première, c'est que oui, le multivers, peut-être le terme est mal choisi parce qu'il s'agit bien du même univers, strictement parlant. C'est le même espace-temps. Simplement, dans cet espace-temps, vous pouvez le découper en régions qui inflatent, d'autres qui inflatent pas. Et les régions dans lesquelles on n'inflate plus, comme par exemple la région dans laquelle on est aujourd'hui, peut-être il y en a plusieurs. C'est pour ça qu'on dit que c'est des multivers, mais en fait, c'est juste plusieurs parties d'un même univers. En revanche, quand on dit que les lois de la physique sont les mêmes dans toutes ces régions-là, donc là, on ne sait pas non plus parce qu'il y a d'autres théories qui vont encore un peu plus loin dans le côté spéculatif, mais qui sont tout de même intéressantes, qui stipulent et qui sont notamment inspirées de la théorie des cordes, qu'en fait, les lois physiques sont régies par des constantes de la physique, dont on ne sait pas expliquer la valeur, mais on mesure simplement qu'elles sont constantes. La constante gravitationnelle, la constante de Boltzmann. Voilà, exactement. Et donc ces constantes, on ne peut que les mesurer, on n'est pas capable d'expliquer leur valeur. Or, en théorie des cordes, en fait, leur valeur est fixée. Leur valeur n'est pas totalement constante. En fait, elle est fixée par des champs, donc par des sortes de degrés de liberté qui, elles, varient. Et donc, à ce moment-là, on peut arriver à la description où, dans notre poche, dans la poche dans laquelle on est, ces champs ont fini par atterrir à une certaine valeur et les constantes valent telle valeur. Mais il existe d'autres poches dans lesquelles ils ont fini par atterrir à d'autres valeurs. Et dans ce cas-là, les lois de la physique sont très différentes. Par exemple, peut-être dans ces poches-là, on ne peut pas former d'atomes. Peut-être que l'atome d'hydrogène n'existe pas parce qu'il est instable. Et donc, à ce moment-là, dans chaque poche, on a des réalités physiques très différentes. Donc l'inflation serait un créateur d'univers. Voilà. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, elle rend notre univers isotrope, elle en définirait d'une certaine façon les règles, et puis si elle en crée un autre, elle peut définir d'autres règles. Donc elle est le normalisateur en fait de l'univers, des univers qui se créent. C'est ça, mais c'est, encore une fois, ce n'est pas nécessaire à la théorie de l'inflation, c'est une extrapolation de l'idée inflationnaire, etc. Mais on est bien d'accord que si cette inflation qui se continuerait ici et là à créer de nouveaux univers, il n'y a qu'un Big Bang. Le Big Bang est un événement unique. Ou est-ce qu'on peut considérer qu'à chaque fois c'est un nouveau Big Bang? Alors, donc, si on appelle le Big Bang le point, la singularité initiale, donc, à ce moment-là, c'est difficile de répondre. Donc, il est possible qu'il y ait un unique Big Bang, une unique singularité initiale, et qu'après ça, l'univers parte un peu dans tous les sens et crée différentes poches. Mais le problème, c'est que quand on dit un unique point initial, donc il y a un peu la notion de simultanéité, c'est-à-dire il faudrait que le Big Bang ait lieu en quelque sorte au même instant partout. Or, la notion de simultanéité, elle n'est pas bien définie en relativité générale, parce que le temps n'est pas bien défini, etc. Et puis, il y a aussi le fait que peut-être il n'y a pas eu de singularité initiale. Parce qu'une singularité initiale, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et donc, il y a des gens qui pensent qu'il y a pu avoir inflation, mais qu'avant l'inflation, peut-être autre chose s'est passé, peut-être un rebond s'est passé, par exemple. Dans quel cas, il n'y a pas eu de singularité initiale. Donc voilà, c'est un problème un peu séparé. L'inflation repousse le problème de la singularité initiale parce qu'il la met avant, donc on ne la voit plus et donc on n'a plus vraiment à s'en occuper, mais... Il pourrait y avoir une dynamique permanente d'inflation au pluriel qui crée sans cesse de nouveaux univers. Il pourrait y avoir ça, oui, il pourrait y avoir ça. Il pourrait y avoir aussi des phases où l'univers repart en contraction, rebondit, enfin oui. Il n'y a pas la nécessité d'avoir une singularité initiale. Alors, si nous avons tout dit, ce qu'on peut dire sur l'inflation actuellement, vous me dites si c'est le cas, je propose de vous poser des questions que nous posons à tous les physiciens que nous invitons, y compris Thibaut Damour d'ailleurs. Et voilà, donc c'est des questions qui sont les questions de la physique actuelle, et je vous pose la première d'entre elles, qui est non seulement actuelle, mais qui a presque 100 ans maintenant. Est-ce que vous pensez qu'une cause quantique de la gravité est nécessaire, ou est-ce que vous pensez que l'explication géométrique qui est issue de la relativité générale est suffisante pour expliquer la gravité, la force de gravité?
Donc, ce qui est, je pense, factuellement établi, c'est qu'on ne sait pas décrire de façon cohérente de la matière qui se comporte de façon quantique à l'intérieur d'un espace-temps dit classique, c'est-à-dire uniquement décrit par la géométrie de la relativité générale. Et la raison, c'est que dans la théorie de la relativité générale de Einstein, la courbure de l'espace-temps, ses propriétés géométriques, sont données par la matière qu'il contient. Et donc si la matière est quantique, alors la géométrie doit être quantique elle aussi, telle que la relativité générale l'écrit. Donc là, il y a une sorte d'incohérence. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Donc pour résoudre cette incohérence, il y a plusieurs possibilités. Soit on dit qu'en fait, la géométrie est quantique, elle n'est pas... et donc à ce moment-là, il faut développer des théories qu'on appelle des théories de la gravité quantique. Soit on dit que finalement, la gravité, l'espace-temps, on ne touche pas à l'espace-temps, mais simplement on modifie les lois pour qu'il ne voit qu'une certaine partie classique de la matière, etc. Mais en tout cas, on ne peut pas maintenir simultanément la théorie quantique et la relativité générale. Donc dans ce sens-là, oui, il est nécessaire de faire quelque chose. On peut pas... Bon, vous êtes dans le consensus, mais donc vous pensez que le graviton existe? Probablement, oui. Probablement. Le graviton qui est le vecteur, le boson de jauge, le vecteur qui est un peu comme le photon dans la force électromagnétique, transmet avec ses petits bras musclés la force de gravité. La Lune tourne autour de la Terre. Elle ne s'écrase pas sur la Terre parce que la masse de la Terre crée une déformation de l'espace-temps, donc une courbe que la Lune est obligée de suivre. On est bien d'accord? Donc d'une certaine façon, la Lune se déplace en réalité en ligne droite parce que c'est l'espace qui se courbe autour de la Terre. Oui. Mais si je lâche ce stylo et qu'il tombe par terre, c'est également la déformation de l'espace-temps qui fait tomber ce stylo? Oui, oui. Donc en fait, si vous lâchez ce stylo, normalement, en fait, tant que le stylo n'a pas touché la Terre, lui, ce qu'il voit, il voit comme si toute la masse de la Terre était concentrée au centre, et donc il commence une trajectoire comme la Lune, qui est une trajectoire où il va orbiter autour du centre de la Terre, normalement. Sauf que avant d'arriver là, il touche le sol et il est interrompu. Mais c'est la même courbure de l'espace-temps qui fait tomber votre stylo et qui fait tourner la Lune autour de la Terre. Alors vous venez d'expliquer une cause qui fait que ce stylo tombe par terre. Mais si le stylo est en même temps attiré par des gravitons, ça veut dire qu'un même phénomène aurait deux causes totalement distinctes. Il y a beaucoup de phénomènes physiques dans la nature qui ont deux causes totalement distinctes. Non, mais donc, c'est pas qu'ils ont... C'est à la fois poussé par l'espace et attiré par des gravitons. Donc c'est la même cause, mais elle est décrite de façon différente. Donc il y a un niveau de description classique qui est le niveau qu'on comprend bien aujourd'hui, qui est celui d'un espace-temps courbé par les objets qui l'occupent et qui impriment certaines trajectoires à des objets. Voilà. Et si vous voulez aller plus loin, peut-être vous voulez développer une théorie de la gravité quantique à l'intérieur de laquelle il y a des gravitons, donc qui sont des particules qui transmettent cette force gravitationnelle. Et donc, vous allez décrire ça de façon différente, mais c'est le même mécanisme. C'est un peu comme lorsque vous voulez faire de l'électromagnétisme, par exemple, quand vous dites qu'un électron est attiré par un proton, donc deux particules qui ont des charges opposées s'attirent, vous pouvez le décrire de façon classique en écrivant une force, etc. Et puis après ça, vous pouvez aller dans une théorie plus raffinée qui voit ça comme un échange de particules entre les deux. Mais c'est le même mécanisme physique, c'est juste qu'une théorie est plus élaborée qu'une autre. Alors je vais vous donner quelques arguments contre le graviton, qui sont des arguments de bon sens, et vous allez me dire ce que vous en pensez. La gravité a une caractéristique qui en fait une force qui a toujours été considérée comme mystérieuse, c'est notamment le fait qu'elle ne soit pas écrantable. C'est-à-dire qu'entre mon stylo et la Terre, si je mets une plaque de plomb, le poids du stylo, c'est-à-dire la force que la Terre exerce sur le stylo, sera exactement le même. Et la gravité ne va pas faiblir parce que je mets une plaque de plomb ou de n'importe quoi d'autre, si je mets un écran. Dans le cadre de l'électromagnétisme, où les photons sont ce fameux vecteur de jauge qui exerce la force, des photons sont absorbés par la plaque, voire ils le sont tous même, ils peuvent tous l'être. Donc là, on aurait une particule élémentaire dont aucun des petits individus de ces petites particules ne serait absorbé par un écran. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un argument majeur contre l'existence du graviton ? C'est un argument à partir du moment où on peut réaliser une expérience qui prouve c'est-à-dire qui prouve qu'en plaçant un écran entre deux objets, tel qu'il devrait écranter l'ensemble des gravitons, alors les deux objets s'attirent encore. Donc je dirais que ce n'est pas un argument, c'est une piste pour une expérience qui viendrait exclure la théorie du graviton si on était capable de la réaliser. Mais
pour l'instant, il n'y a pas d'expérience, il ne me semble pas qu'il y ait d'expérience qui exclut la possibilité d'un graviton. Alors, je vais donner un autre argument. La force de gravité décroît en 1 sur R2, c'est-à-dire l'inverse du carré de la distance, mais elle se continue jusqu'à l'infini. Elle décroît, mais la Terre exerce sa force gravitationnelle dans l'espace à l'infini, et plus on va loin, moins il y a de force. Or, on vient de voir que le graviton n'est pas absorbé. Qu'est-ce qui explique cette décroissance de la force si aucun des bosons n'est absorbé par quelque chose? Alors, dans ce cas-là, ce serait une explication semblable. Constante, on est bien d'accord. Elle devrait pas décroître. Non, en fait, c'est un peu le même mécanisme que la raison pour laquelle la force électromagnétique décroît aussi comme 1 sur R carré. Donc, la force électromagnétique décroît comme 1 sur R carré. Et si vous l'interprétez comme étant due à l'échange de particules, c'est simplement le fait que plus vous vous éloignez, donc le graviton lui fait sa vie, mais plus vous vous éloignez, plus la densité de graviton devient faible. De la même manière qu'il y a moins de lumière sur Jupiter que sur Mercure parce que vous êtes plus loin du Soleil. Les photons, ils traversent le système solaire sans problème, mais la lumière est quand même plus faible aux confins du système solaire que tout près du Soleil parce que la densité de ces photons a diminué. Pourtant, ça décroît très vite puisque les satellites géostationnaires ne sont pas si hauts finalement. Oui. Donc, ça décroît comme 1 sur le carré de la distance, mais le carré de la distance, c'est exactement la surface d'une sphère dont le rayon correspond à cette distance, donc ce serait cohérent. Troisième argument. S'il existe, le graviton a une masse nulle, ou vraiment extrêmement faible, et il se déplacerait à la vitesse de la lumière. Oui. Or, la vitesse de la lumière est une constante, et c'est la signature du photon. On appelle luxons les particules élémentaires qui se déplacent à la vitesse de la lumière. En réalité, il n'y en a qu'une, c'est le photon. Le gluon, qui a également une masse nulle, ne se déplace jamais, il est totalement fixe. Alors le gluon lie les éléments de l'atome, c'est-à-dire les protons entre eux, etc. Mais il ne se déplace jamais. Donc ça voudrait dire que si le graviton existait, il serait un photon en fait. Alors ce qui est vrai, donc, si on parle en termes d'expérience, des choses qu'on a testées, ce qui est vrai, c'est que la vitesse de propagation des ondes gravitationnelles, qui sont les petites déformations, est très très proche de la vitesse de la lumière. Donc ça, on le sait depuis très peu de temps. Et d'ailleurs, il y a plein de théories de gravité modifiée qui viennent essayer de changer les lois de la relativité générale, qui prédisent que les ondes gravitationnelles devraient se déplacer plus lentement. Une partie de ces théories-là est aujourd'hui exclue à cause des observations qu'on a faites il n'y a pas longtemps, où on a eu la chance d'observer en même temps la fusion de 2 étoiles à neutrons. On les a observées par 2 canaux différents. Un premier qui est donc l'émission des ondes gravitationnelles et le deuxième qui est dans l'optique, c'est-à-dire la lumière qui s'est échappée de cet événement-là. Comme on a reçu les 2 signaux en même temps, ça veut dire qu'ils ont mis le même temps à se propager. C'est comme quand on voit la foudre tomber, on entend le tonnerre après avoir vu l'éclair parce que le son se propage plus lentement que la lumière. Là, on a vu les 2 choses en même temps. Donc on sait que les ondes gravitationnelles se propagent à la même vitesse. Alors, avant-dernière question, les physiciens qui sont partisans d'une explication quantique, c'est-à-dire l'immense majorité des physiciens de la gravité, espèrent une rupture du principe d'équivalence. Ils pensent qu'à partir d'un certain nombre de... Pas tous. Ça, c'est les cordistes essentiellement, non? C'est une possibilité, oui. C'est une possibilité que le principe d'équivalence soit violé, enfin, ne soit qu'approximatif. Alors, je vais reformuler le principe d'équivalence. Alors, c'est très étonnant parce que c'est un principe qui s'exprime de 2 façons. La première, qui est la plus simple, qu'a noté Einstein quand il est rentré dans cet ascenseur, et il a vu que l'ascenseur étant en accélération vers le bas, il ne sentait plus son poids. Et il s'est dit, mais l'inertie, l'accélération et la gravité, finalement, sont de même nature. Voilà le principe d'équivalence. Et une autre façon de le dire, c'est de dire que 2 corps composés de matériaux différents chutent à la même vitesse. Alors comment, pour moi, en termes de sens, ça ne veut pas dire du tout la même chose. Alors je vous propose, est-ce que c'est parce que la force de la relativité, l'explication géométrique de la relativité générale, parce qu'elle est géométrique, ne se soucie pas de la composition des éléments sur lesquels elle exerce son influence? Alors oui, en fait, donc c'est ces 2 formulations du principe, mais qui sont un peu différentes, parce que déjà, le principe d'équivalence, il peut être formulé à l'extérieur de la relativité générale et à partir des lois de Newton, et c'était connu avant. Et ce principe, c'est que la force d'attraction gravitationnelle, elle est proportionnelle à la masse, mais la loi qui relie l'accélération à la force, elle fait intervenir la masse aussi. Et a priori, c'est 2 masses qui sont différentes, c'est ce qu'on appelle la masse inertielle et la masse gravitationnelle. Donc la masse gravitationnelle, c'est
C'est la masse que vous avez qui va venir déterminer l'intensité de la force. Et la masse inertielle, c'est en gros, c'est la résistance que vous exercez au fait de vous mettre en mouvement. Et le principe d'équivalence, c'est-à-dire que ces deux masses sont identiques, ce qui n'est pas du tout évident a priori, mais ça a été testé, etc. Et une conséquence du principe d'équivalence, c'est que par exemple, si je lâche un verre, je ne vais pas le lâcher parce qu'il est plein d'eau, deux objets, un stylo, une plume et une bille de plomb, dans le vide, parce que sinon la plume va être frottée, les deux vont toucher le sol exactement au même instant, ils n'ont pas du tout la même masse. Donc la bille de plomb, la force qui s'exerce sur la bille de plomb est beaucoup plus forte que celle sur la plume, mais comme la bille de plomb a une résistance au mouvement qui est plus importante aussi que la plume, et que les deux se compensent exactement pour faire en sorte que les deux objets vont toucher le sol au même instant. Ça, c'est le principe d'équivalence. Alors en relativité générale, ce qu'on dit, c'est que si on interprète la conséquence de la chute de la plume et de la bille comme étant la courbure imprimée par la Terre imprime une courbure à l'espace-temps qui est indépendante de savoir s'il y a une bille ou une plume ou rien du tout à cet endroit-là. Et donc, nous, on suit une trajectoire dans cet espace-temps qui est indépendante comme vous avez dit, des matériaux qui constituent l'objet. Et à ce moment-là, voilà, donc les objets vont suivre le même chemin. C'est assez étonnant parce que en fait, c'est une conclusion du premier principe d'équivalence, qui reste quand même l'équivalence entre, vous l'avez dit, la masse grave et la masse inertielle. Et on peut ne pas être totalement convaincu que ces deux éléments signifient vraiment la même chose. C'est-à-dire que c'est une conséquence qui paraît logique, effectivement, mais qui a un côté un peu gênant. Alors, pas pour vous, sans doute, mais parce que vraiment... c'est-à-dire que plutôt que de reposer sur le principe initial, on va travailler sur une conséquence. Je pense au satellite microscope, dont Thibaut Damour a fait le protocole expérimental, qui va essayer de démontrer je crois que c'est à 10 puissance moins 14, donc à 14 zéros après la virgule, le principe d'équivalence est rompu. Et l'expérience qu'il fait, c'est de prendre deux tubes métalliques composés de deux métaux différents et de les faire chuter dans le vide dans un satellite. Et ils ont chuté à la même vitesse. Quelque part, il teste une conséquence du principe d'équivalence, mais pas le principe d'équivalence lui-même. C'est l'impression que ça donne quand même. Oui, bien sûr. Et ça suppose que le lien soit fort, que le lien logique, du point de vue du logos, soit vraiment absolu. Oui, oui. Alors, bien sûr, vous soulignez un point important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant de commencer, c'est qu'en fait, on ne peut jamais prouver qu'une théorie est fausse. Donc, si microscope voit que les deux tubes chutent à des vitesses différentes, alors on aura prouvé que le principe d'équivalence est faux. Parce que s'il était vrai, il aurait impliqué que les deux chutent. Maintenant, si microscope voit que les deux tubes tombent à la même vitesse, on n'a rien prouvé du tout. On n'a ni prouvé qu'il était faux, mais on n'a pas prouvé qu'il était vrai non plus, parce que peut-être qu'il est faux, mais peut-être que la violation, elle est à un niveau plus bas. Peut-être aussi que si on refait l'expérience, peut-être qu'avec ces métals-là, il est vrai, mais qu'avec d'autres types de métaux, il serait farfelu comme explication, mais pourquoi pas. Donc on ne peut jamais prouver que quelque chose est vrai. On peut juste voir si certaines conséquences sont vérifiées. Alors voilà, dernière question que nous posons également à tous les physiciens, c'est la rupture qui existe depuis un certain nombre de décennies maintenant entre la philosophie et la physique. C'est-à-dire que la physique est tellement remplie de formalisme mathématique que les philosophes n'arrivent pas à suivre. Et les physiciens, rares sont ceux, il y en a, Étienne Klein, etc., mais qui essaient d'avoir une représentation philosophique de ce que signifient les choses. Est-ce que vous pensez que la physique, c'est-à-dire le réel, la compréhension du réel, est le monopole des physiciens qui maîtrisent le formalisme mathématique, ou est-ce qu'on peut encore comprendre des choses avec simplement la logique ? Alors oui, je pense que la physique s'adresse à un objet d'étude qui est la compréhension des lois de la nature, mais qui n'englobe pas toute forme de réalité auquel on peut être soumis. Et il existe encore un espace pour la philosophie qui, elle, se pose d'autres questions ou alors se les pose différemment. Maintenant, est-ce que la philosophie aide à faire progresser la science aujourd'hui ? C'est bien sûr une question un peu... je vais en donner une réponse un peu subjective, mais je pense que non, ou alors de façon beaucoup plus limitée qu'avant. Et une des raisons, elle est aussi sociologique, c'est le fait qu'il y a un siècle, les physiciens et les philosophes étaient les mêmes personnes en réalité. Et souvent, les théories physiques étaient empreintes d'une certaine philosophie ou d'un a priori philosophique, alors que les physiciens aujourd'hui ont peut-être
le fantasme, parce que c'est sans doute impossible, mais d'essayer d'appréhender le réel sans a priori philosophique, donc avec un formalisme mathématique qui peut paraître un peu froid, mais dont la rigueur, normalement, devrait nous prévenir d'avoir des biais philosophiques trop importants. Alors ceci étant dit, la science, elle est toujours faite par des êtres humains, et les êtres humains, ils viennent avec leur éducation, leur culture, leur préconception philosophique, et ça joue forcément un rôle à un moment ou à un autre. Ça joue aussi un rôle sur les préférences qu'on peut avoir sur certaines théories, c'est-à-dire que quand on parle d'inflation, d'univers primordial, de physique des hautes énergies, il y a plein de possibilités. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'univers est-il fini, infini? Est-ce qu'il a un début? Est-ce qu'il y a un multivers? Et en absence de preuves définitives, on ne peut que faire des hypothèses et travailler sur la base de ces hypothèses. Donc ce qui va nous pousser à préférer une hypothèse de travail ou une autre, souvent, ça peut être des arguments scientifiques et on essaye qu'ils soient le plus scientifiques possible, mais il y a aussi forcément une part subjective là-dedans. Mais en tout cas, voilà, il y a cette distinction. Bien, Vincent Venin, je vous remercie. Merci à vous.